Tous 200 avions de chasse, des missiles, des drones. Israël a procédé la nuit dernière à une attaque massive contre l'Iran, avec comme cible des installations nucléaires, mais aussi conventionnelles, ainsi que des personnalités du régime, dignitaires, scientifiques et militaires. Une démonstration de force pour Benyamin Netanyahou, qui prévient que l'opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. L'Iran promet un châtiment douloureux, tandis que Washington affirme ne pas être impliqué dans cette opération, mais en avoir été simplement informé. Question, pourquoi cette attaque israélienne maintenant ? L'Iran est-elle véritablement sur le point de détenir la bombe nucléaire ? Faut-il craindre un embrasement et une guerre ouverte avec l'Iran ? La chute du régime iranien est-elle possible ? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Israël frappe l'Iran et ses sites nucléaires ». Pour commencer, je vous propose d'écouter cette déclaration du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. C'était sur la télé israélienne au cœur de la nuit. On l'écoute. Nous avons frappé au cœur du programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Nous avons frappé au cœur du programme d'armement nucléaire de l'Iran. Nous avons pris pour cible la principale installation d'enrichissement de l'Iran à Natanz. Nous avons visé les principaux scientifiques nucléaires iraniens travaillant sur la bombe iranienne. Nous avons également frappé le cœur du programme de missiles balistiques de l'Iran. Oui, c'est une attaque vraiment massive, beaucoup plus que les attaques précédentes, puisqu'on a vu quand même ces derniers mois qu'il y a eu des tensions, c'est le moins qu'on puisse dire, entre l'Iran et Israël, mais jamais dans ces proportions. Et donc on voit bien que la préoccupation de Netanyahou, je parlerai même d'obsession de Netanyahou contre le programme nucléaire iranien, est une vieille obsession. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'il a l'objectif de détruire ces infrastructures militaires nucléaires qui se sont développées, j'imagine qu'on reviendra sur ce point-là, et que donc tous les préparatifs étaient en état pour pouvoir être actionné au moment qui correspond à son objectif. Et il me semble que le dernier rapport de l'AIEA, qui est l'Agence internationale de l'énergie atomique, rendu hier, est rendu jeudi, oui, donc hier, absolument, et qui était quand même très accablant pour l'Iran sur le fait que ce programme était en cours et continuait à se développer alors que les règles internationales, normalement, empêchent d'aller trop loin et de permettre à l'Iran d'atteindre le nucléaire militaire. Toute la question, c'est le nucléaire civil et comment du civil on passe au militaire. Donc l'Iran a toujours dit qu'elle ne voulait qu'un programme civil, mais l'enrichissement de l'uranium qui a été constaté par l'AIEA, même si l'Iran ne laisse pas facilement les inspections de l'AIEA se faire, a été, me semble-t-il, le prétexte pour Netanyahou de se dire c'est le moment d'y aller parce qu'il y a ce rapport qui, d'après les conclusions, sont assez accablantes pour l'Iran et donc c'est le bon moment pour intervenir et enfin, j'allais dire, de la part de Netanyahou, aller jusqu'au bout. Je rappelle simplement qu'il avait déjà demandé à pouvoir mener des opérations massives lors de la présidence Biden et que Biden avait refusé de donner à Israël les moyens militaires, l'armement nécessaire pour mener ce type d'opération et que Trump, en arrivant à la Maison-Blanche, a accordé ce dont réclamait Netanyahou et que donc là, pour Netanyahou, le moment était venu de le faire. Et j'ajouterai, mais là aussi je pense qu'on y reviendra, c'est un bon moyen aussi de détourner l'attention de ce qui se passe dans la bande de Gaza. Alors déjà, évidemment, il faut recontextualiser ce que disent les Iraniens, les Israéliens et le rapport de l'AIEA. Donc ça fait, nous sommes en 2025, donc Trump est sorti du JCPOA, donc l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien en 2018. Il faut se rappeler qu'entre 2015, signature de l'accord, et 2018, les Iraniens ont entièrement respecté les obligations de cet accord et effectivement depuis que Donald Trump en est sorti, ils se considèrent comme n'étant plus liés par l'accord de Vienne et donc ils ont largement enrichi de l'uranium et avancé sur leur programme nucléaire. Mais comme vous le dites, effectivement, la justification aujourd'hui de l'Iran, c'est que c'est toujours un programme nucléaire civil, alors que les activités d'enrichissement ne sont pas compatibles avec un programme nucléaire civil. Alors, le nucléaire civil, vous pouvez enrichir jusqu'à 20% en fonction de certaines applications, notamment des applications liées à la recherche et à la recherche médicale. Mais là, les quantités d'uranium enrichi globales, donc on parle d'environ 5 tonnes d'uranium enrichi, dont environ 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, n'ont pas d'application civile. Cependant, tous les services de renseignement qui s'intéressent au nucléaire iranien sont d'accord pour dire que pour l'instant, l'Iran n'a pas pris les mesures techniques nécessaires pour aller vers la constitution d'une arme nucléaire. Donc aujourd'hui, ils ont assez de matière fissile effectivement pour fabriquer plusieurs armes nucléaires, mais ils n'ont que la matière fissile, c'est-à-dire uniquement une partie
du puzzle, entre guillemets, que peut être une arme nucléaire. Et si, aujourd'hui, à cause de ce qui s'est passé, le guide suprême change d'avis sur les armes nucléaires et décide que les armes nucléaires sont nécessaires pour protéger le régime iranien, alors il leur faut au moins 1 an, selon les estimations, pour fabriquer une arme nucléaire fonctionnelle. Dans ce laps de temps, évidemment, il peut y avoir de nouvelles opérations israéliennes et il peut y avoir aussi de nouvelles sanctions. Mais il est certain que même si l'opération était prévue depuis très longtemps, on estime, certaines sources israéliennes estiment qu'il a fallu 8 mois, que l'opération se prépare depuis plus de 8 mois. Le timing était effectivement assez bon, étant donné que Donald Trump avait annoncé que s'il n'y avait pas de nouvel accord après le 12 juin, il allait pouvoir lancer une attaque. Et effectivement, il y a eu cette réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA avec un rapport encore plus déprimant que les précédents. L'objectif affiché par Israël et par M. Netanyahou, c'est la destruction du programme nucléaire de l'Iran. Pour rebondir sur ce qu'ont dit Mme Levallois et Louise Fayet, je rappelle que l'Iran elle a signé un traité qui s'appelle le traité de non-prolifération en 1970, elle a signé un petit peu après. En 1970, ce traité interdit à tous les pays d'avoir l'arme nucléaire. C'est simple, c'est clair, c'est un traité qui est obligatoire. Et depuis, je dirais, une trentaine d'années maintenant, ça fait à peu près une trentaine d'années, fin des années 90, l'Iran a développé un programme qui est en permanence en lisière du droit international. Elle dit, ce qui est vrai, que dans le TNP, elle a droit au nucléaire civil, mais beaucoup d'experts considèrent que derrière ce programme nucléaire civil, qui existe, puisqu'il y a une centrale nucléaire en Iran, il y a des ambitions militaires. Donc je dirais que l'objectif numéro 1 d'Israël aujourd'hui, c'est de rester le seul État à détenir l'arme nucléaire au Moyen-Orient, c'est-à-dire de détruire les capacités iraniennes, comme par le passé, ils ont détruit les capacités, par exemple, de l'Irak. Et pourquoi le font-ils ? Parce que vous savez que, c'est la deuxième raison, depuis 1979, ça fait 46 ans maintenant aujourd'hui, depuis 46 ans, depuis 1979, depuis que la République islamique est arrivée en Iran, il y a une relation conflictuelle entre ces deux États. L'Iran ne reconnaît pas à Israël le droit d'exister. Pour l'Iran, Israël, c'est l'entité sioniste, un État qui doit disparaître. Et donc, c'est vrai que non seulement cet État détiendrait une arme qui peut frapper Israël, mais en plus, il est animé d'intentions belliqueuses à l'égard d'Israël. Et donc, il y a un sentiment de précarité, un sentiment de danger en Israël, qui est ancien. Ça, je veux dire, ça fait des... On a cité M. Netanyahou, mais tous les gouvernements israéliens, depuis qu'on sait que l'Iran veut chercher l'arme nucléaire, ont cherché à ce que l'arme soit interdite. Oui, l'Iran est clairement vu comme une menace existentielle. Et puis, par ailleurs, cette menace est agitée depuis des décennies par les dirigeants israéliens, et notamment par Benyamin Netanyahou, dont, en effet, pour qui c'est une obsession, la menace iranienne. Et il l'agite aussi sciemment auprès de sa population pour dire, moi, je maîtrise la situation, faites-moi confiance. Et là, c'est une façon aussi de resserrer les rangs. On a bien vu ressouder le peuple derrière un Benyamin Netanyahou. Bien sûr. De toute façon, Benyamin Netanyahou, pour l'instant, depuis le début, depuis un moment, n'a qu'un objectif, c'est de rester au pouvoir. Donc là, on a bien vu qu'il était un tout petit peu fragilisé. Son gouvernement a failli chuter cette semaine sur ce projet de mettre les ultra-orthodoxes, d'envoyer les ultra-orthodoxes à l'armée, alors que pour l'instant, ils sont toujours totalement exemptés. Les ultra-orthodoxes ne font pas le service militaire. Ils ne font pas le service militaire, ils ne vont pas se battre. Et donc, ils sont là pour prier, et donc ils consacrent leur journée à ça, et on considère qu'ils ne doivent pas aller faire l'armée. Le problème, c'est que dans la population israélienne, ça commence à mal passer, parce que tout le monde, toutes les familles payent de leur personne, au sens propre d'ailleurs. Et donc ça passe plus très bien. La majorité des Israéliens veulent que les ultra-orthodoxes aillent se battre. Donc finalement, ça n'est pas passé, ça a été bloqué. Si cette proposition était passée, ça aurait pu faire tomber le gouvernement Netanyahou. Mais il a survécu à tant de choses. Il a réussi à survivre à ça. On voit bien que Trump, ces derniers temps, est un tout petit peu... Il trouve que ce qui se passe à Gaza, ça fait un peu désordre, c'est pas bien. Donc il commence à être un peu agacé par Benyamin Netanyahou. Et il y avait cette conférence de l'ONU la semaine prochaine où on devait parler de la reconnaissance d'un État palestinien, et il voyait bien que ça commençait quand même, il commençait à y avoir pas mal de pays qui étaient sur cette ligne-là. Donc ça fait beaucoup de choses. Il se trouve qu'il y a eu jeudi cette annonce de l'AIEA qui en effet est réelle. C'est vrai qu'il y a une réelle menace nucléaire iranienne. Ça, il faut le prendre très au sérieux. Donc, Benyamin Netanyahou a en effet vu une espèce d'une opportunité, un trou de souris dans lequel se glisser, qui
qui cochait toutes les cases possibles, en interne, en externe. Et en effet, cette opération vise non seulement à détruire ou à endommager, en tout cas, parce que je ne suis pas sûre malheureusement que ces sites soient détruits, mais en tout cas considérablement endommager les sites nucléaires iraniens, mais aussi à décapiter la chaîne de commandement militaire iranienne. On a bien vu que ça a été quand même... ils ont tué des hommes. Et donc ce sont des hommes majeurs, des hommes clés au sein du régime iranien. Et là, on voit bien, c'est pour ça que, certes, tout le monde a peur des représailles iraniennes, et en même temps, ils sont quand même considérablement... L'Iran est un pays considérablement affaibli, militairement, humainement, économiquement, sur tous les plans.